Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de Bon Plan. C'est un numéro spécial que nous publions en duo avec Programme B. Avant de l'introduire, un petit message. Oui, nous travaillons bien à une saison 3 et on aimerait vous la proposer début 2020. Le point de départ de cet épisode, c'est qu'il se passe quelque chose autour des plantes qui poussent là où on ne les attendait pas, celles qu'on appelle encore souvent les mauvaises herbes. Pour beaucoup de connaisseurs du vivant, elles sont en train de devenir à la fois un symbole de notre monde actuel et un symbole des luttes politiques à y mener. J'ai lu un très beau texte à ce sujet récemment. L'homme s'emploie à créer un monde dans lequel seules les mauvaises herbes peuvent vivre. Et pourtant nous nous scandalisons d'en trouver partout. Hope Jaren, botaniste et autrice de Lab Girl, sortie en avril dernier. Notre condamnation impuissante des mauvaises herbes ne stoppera pas cette révolution. Ce n'est pas la révolution que nous souhaitions, c'est celle que nous avons déclenchée. Il y a un autre texte très puissant qui a été écrit sur ce sujet. Il est l'œuvre de l'anthropologue Anat Singh, qui se passionne pour les espèces vivantes qui poussent dans les forêts industrielles abandonnées ou dans les friches industrielles. Elle les englobe dans une formule hyper efficace, ce qui réussit à exister malgré le capitalisme. Et ce qui réussit à exister malgré le capitalisme est souvent enthousiasmant car libre, imprévisible et fertile. À chaque fois que je lis des travaux sur ce sujet, je repense à une forêt qui s'appelle la forêt du Petit Mince. C'est une forêt qui a été créée par deux artistes dunkerquois, Nicolas Messager et Steve Abraham, il y a bientôt 10 ans. Le second, Steve, est mon cousin et mon parrain. Et je suis allé le voir à Dunkerque à la fin du mois de juin, un jour où il faisait très très chaud. J'arrive donc près de la forêt du Petit Mince. C'est une forêt un peu spéciale parce qu'elle a été construite... C'est une forêt un peu spéciale. En fait, il s'agit d'un espace de 10 mètres sur 10 mètres. C'est une forêt un peu spéciale. En fait, il s'agit d'un espace de 10 mètres sur 10 mètres, séparé par des grandes palissades en bois, qui a été installé il y a 9 ans. Et donc là, on va essayer de découvrir ce qui a poussé en 9 ans. On a invité un botaniste qui s'appelle Thibaut Pauwels, et il va pouvoir nous aider en fait à comprendre tout ce qui s'est passé, comment la vie s'est installée dans cet espace fermé. On y va. Bonjour. Bonjour. Thibaut. Thibaut également. Enchanté. Merci d'être là. Eh ben, avec plaisir. Donc voilà la forêt que vous connaissez déjà, je crois. Ouais, que j'ai déjà entreaperçu, regardé un peu à travers les trous. Voilà, un petit peu. Là, on attend Steve qui va arriver. Il est vers 14h30, Mathilde dit, donc bientôt. Bon, on a envie de voir dedans quand même. Où est-ce qu'il y a un trou ? Là, il y a des trous. Salut Steve. Est-ce que Steve, pour commencer, tu peux nous décrire où on est ? Eh ben, on est sur le Molin, qui est donc un môle portuaire qui date d'avant-guerre, avant Seconde Guerre mondiale. Un môle donc industriel qui a périclité, et donc pas mal de hangars désaffectés, et une ancienne halle au sucre qui s'appelait plutôt Entrepôt des sucres indigènes, qui a été réagencé, on va dire réaménagé pour accueillir un learning center. Voilà. Et il y a aussi une forêt. Et une forêt du Petit Mince, ouais. C'est quoi son histoire alors ? Alors son histoire, elle date de 2008. Il faut imaginer que là où on est, actuellement, c'est un immense plateau d'enrobé goudronné. Mais à l'époque, il faut imaginer que c'était plutôt une friche avec des parties de socle de béton qui dataient d'un ancien bâtiment. Et puis une grande partie végétale, une friche végétale en fait. Et donc en 2008, on a eu une réflexion avec Nicolas Messager, là, mon ami artiste, et qui était de dire, c'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent des réflexions sur les friches industrielles mais bâties. On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une réflexion sur une friche végétale pour le coup. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cette idée de privatiser, ou plutôt d'empêcher toute intrusion sur une partie de cette friche végétale qui fait 10 mètres par 10 mètres, et de se dire que pendant un temps indéterminé, on empêcherait les gens d'y accéder et puis voir ce que ça donnerait, quoi. Et là aujourd'hui on a la chance donc d'avoir Thibaut Pauwels qui est venu là pour nous aider en fait à faire le bilan de ce qui s'est passé pendant 9 ans. Je peux vous demander de vous présenter ? Oui, donc Thibaut Pauwels, je suis responsable du service éducation, formation éco-citoyenneté au Conservatoire botanique national de Bailleul. Donc le Conservatoire, c'est une association qui a un agrément du ministère en charge de l'écologie pour la connaissance, la conservation de la flore sauvage sur le territoire. Et moi, plus précisément, je m'occupe vraiment des actions de diffusion de l'information auprès de
tout type de public. Et puis alors ici, c'est super intéressant parce que sur une ancienne friche, dans un contexte portuaire, du coup forcément avec plein d'espèces d'un peu partout qui viennent s'installer toutes seules, on sait pas trop comment, enfin si on sait comment, mais voilà, il y a un intérêt un peu à voir comment ça évolue quand l'homme ne fait rien. Voilà un peu. Je peux te demander de lire ce qui est écrit sur le panneau là, si on se rapproche ? Dans l'esprit de tous, le végétal n'a pas sa place dans un port qui est par définition un outil de production. Pourtant, de manière plus ou moins discrète, les plantes sont partout dans les ports sous la forme de graines, de pollen, venant de tous les pays, agrippées à des ballots de coton, écrasées sous un conteneur, blotties sur un tronc d'arbre, accrochées aux pattes d'un insecte, etc. Le môle 1, riche de son passé portuaire, possède assurément en son sein nombre de graines endormies, de plantes de toutes sortes, de toute provenance, qui ne demandent qu'à s'épanouir. L'installation consiste à protéger de toute intervention humaine un carré de 10 mètres par 10 mètres de plantes sauvages pour une durée de 13 ans renouvelable. Pour cela, une grande et belle enceinte en bois sera construite. L'homme aura tout de même un droit de regard dans le but d'éveiller son désir. C'est ça, il ne faut pas montrer, il faut à peine dévoiler, c'est le désir. Pour cela, quelques œilletons et meurtrières étanches seront construites et accessibles à tous. À l'occasion des fêtes annuelles de fructose, un escalier d'embarquement d'aviation sera disposé en bordure de l'installation pour permettre à quelques privilégiés, triés sur le pavé, d'admirer le beau travail de la nature en cours. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que à peu près un an après que l'installation soit faite, il y a donc eu le chantier de la halle au sucre. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, ils ont voulu mettre l'installation de chantier qui était énorme juste à la place de la forêt du Petit Mince, alors qu'on est au milieu d'un espace qui est complètement désert, mais bon, bref. Et du coup, l'association Fructose qui a financé l'installation s'est battue, et puis on a réussi à faire en sorte que l'installation de chantier se mette à cet endroit-là, mais en préservant la forêt du Petit Mince. Donc c'était un peu le village d'Astérix. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que tout le reste de la friche végétale a disparu. Thibaut, est-ce que vous avez eu le temps de commencer à regarder les plantes ? Ouais, j'ai regardé un petit peu en écoutant sur là en l'occurrence des espèces au final assez classiques sur ces endroits-là, avec de la moutarde noire qui fleurit jaune, de la roquette sauvage, c'est juste pour le plaisir, mais cette plante-là, voilà. Elle est comestible celle-là, hein ? C'est le sauvage, il n'y a qu'à la sentir, ça sent la roquette, très fort. Il y a une matricaire qui est là, qui ressemble à des fleurs de marguerite, mais vraiment les feuilles, elles sont extrêmement découpées, alors que la marguerite va avoir des feuilles plutôt longues. Voilà, il y a quelques espèces comme ça, il y a de la ronce qui passe à travers les branches. Voilà, donc il y a des choses comme ça, et puis après j'ai repéré, alors pour revenir sur l'aspect porc et puis plantes qui sont venues, sur l'autre côté, alors côté pignon du chai à vin, il y a le Senson du Cap, qui est une espèce qui vient du Cap, donc en Afrique du Sud, et qui a été ramenée notamment avec des ballots de textile. Voilà, donc ça fait partie d'espèces exotiques qui sont arrivées comme ça un peu avec l'aide de l'homme et qui s'installent ensuite par chez nous. On peut aller le voir, le Senson du Cap ? Bien sûr. Donc là, en fait, pour l'instant, on n'est pas vraiment dans la forêt, on est autour donc, de la protection en bois, et c'est là que poussent des plantes. Elles n'ont pas respecté les règles, en fait, elles se sont mises autour de la forêt. Là, alors, le Senson, il est là. Hop, pour décrire un petit peu la plante, imaginez une fleur de pâquerette, sauf que les pétales blancs sont en fait jaunes. Voilà, pour se faire une idée. La plante, elle, par contre, est beaucoup plus grande. Elle peut monter en étant bien grande à 1 mètre de haut. Et c'est une plante qu'on retrouve beaucoup sur les voies ferrées. Donc les personnes qui prennent le train, quand on attend le train en bord de gare, on voit très souvent le Senson du Cap dans ces endroits-là. Donc c'est une espèce vraiment classique de milieu perturbé et qui va pousser vraiment en bordure. Je serais un peu surpris de la voir à l'intérieur après 10 ans, parce qu'à mon avis, on verra, mais elle risque fort de se faire étouffer quand même par une flore sauvage qui va être un peu plus costaud. Elle va vraiment rester sur des zones de friche. Souvent on voit la friche comme le truc inculte où il y a eu une espèce de plante, il y a peu d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de diversité, etc. Et en fait juste là, pour l'instant, on est juste dans les... Il y a quoi, 80 cm entre la zone de bitume et puis la palissade de la forêt du Petit Mince. Sur cet espace-là, il y a quand même déjà une grande diversité. On voit qu'au final, depuis tout à l'heure, ça bourdonne aussi quand même pas mal. Il y a plein d'insectes qui viennent là autour. Il n'y a pas énormément d'autres plantes, pas de zone aussi fournie à côté.
Et on voit que, oui, voilà, juste sur un petit espace comme ça, on va arriver, si on faisait un inventaire précis à 4 pattes à relever toutes les espèces, on serait facilement à 50 espèces en un rien de temps, là, sans trop de problèmes. Tu commences à installer, j'allais chercher des échelles, tout ça pour... Ouais, on va y aller. Je vais t'aider peut-être. Ça va aller? Donc voilà, Steve a sorti 2 échelles, un escabeau, une échelle, qui vont nous permettre d'escalader les murs de la forêt et pouvoir y rentrer. Ok, ça y est. Donc on est descendu, enfin, dans la forêt du Petit Mince. On n'a effectivement pas la même végétation que ce qu'on a juste de l'autre côté. Il y a quelques espèces qu'on retrouve un peu communes. Il y a un peu de chardon, il y a de la ronce qui prend le dessus sur une partie. Par où on passe pour aller voir les arbres? Par où vous voulez, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas encore de chemin dans la forêt. Il commence à y avoir des arbres. Donc on a là un hêtre qui est arrivé, qui s'est installé ici. Alors il fait 1 mètre de haut. Le tronc, la base au plus large du tronc, c'est 1 cm d'épaisseur. Là, par contre, la difficulté, ce qu'on voit, c'est que donc un hêtre, c'est... Alors, on a un petit truc, il y a un petit dicton, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le hêtre est à poil, donc le bord des feuilles est à poil, en opposition au charme. Je crois que c'est un charme on va regarder après. Donc ici, on voit encore les poils parce que les feuilles sont encore très jeunes, donc on les voit bien. Mais on voit aussi que ce hêtre-là a soif. Parce qu'on est là, pour le coup, en contexte quand même assez sec. Donc il est pas très loin de ce petit chenal, on va dire. Peut-être qu'il arrive à récupérer plus d'eau parce que les eaux de ruissellement vont arriver là. Je disais qu'il avait 4-5 ans, il en a au final peut-être un peu plus parce qu'il a peut-être du mal à pousser aussi. Mais alors pour le coup, le hêtre, donc ici, donc avec ces toutes petites feuilles vertes poilues, on a beaucoup de feuilles là qui deviennent marron parce que vraiment il a soif. Peut-être qu'il arrivera à se développer. Le hêtre, c'est absolument pas une espèce classique de friche. C'est pas habituellement quand on va avoir les premiers ligneux, les premiers arbres en friche, on va avoir du bouleau. Ou alors, en espèce exotique envahissante, du Buddleia, l'arbre à papillons. Voilà. Il y en a derrière du Buddleia, il n'y en a pas ici. Et là, il peut vraiment passer l'été, parce qu'on est seulement fin juin, il a l'air déjà d'être très en difficulté à cause de la sécheresse. Après, les arbres et les végétaux, globalement, ils ont quand même des capacités de résistance qui sont assez fortes. Il a réussi quand même à faire des feuilles. Il arrive quand même à bien pousser malgré le contexte de concurrence. S'il prend de l'eau, il va réussir assez rapidement à puiser et puis à résister tant bien que mal. Après, ça va dépendre un peu de l'été qu'on va avoir, quoi. Si ça continue avec un temps très chaud tout l'été et puis avec un été indien à l'automne, il va avoir beaucoup de mal à survivre. On va regarder le deuxième arbre, c'est pas le même. Un châtaignier. Retrouver un châtaignier, donc on a en fait le hêtre, le châtaignier, des espèces typiques de sol sableux. Voilà, et donc ouais, je me serais pas attendu à trouver ça comme arbre en colonisateur dans un milieu comme celui-ci. Alors après, comment il est venu, je sais pas, mais c'est assez rigolo. Ça peut être un oiseau, ou ça peut être quelqu'un qui a acheté une châtaigne, ça peut être quoi? Ouais, ça peut être quelqu'un qui a acheté une châtaigne, ça peut être une châtaigne peut-être qui était dans le substrat, qui était là depuis très longtemps et puis qui a retrouvé à un moment donné des conditions favorables. Bon, on n'a pas beaucoup de châtaigniers dans le coin quand même, donc ça c'est marrant. Ça c'est marrant d'avoir ça. En fait, c'est marrant parce que c'est exactement ce qui est décrit sur le panneau que vous aviez réalisé il y a 9 ans. C'est tout votre espace tend à devenir une forêt, donc un espace colonisé par les arbres. Et donc là, effectivement, on a d'abord eu des mousses, en fait, on voit toutes les stades, quoi. Les mousses, des herbes, là, les ronces, et grâce au tapis des ronces, il y a un châtaignier. Ouais, c'est incroyable. Franchement, je pense qu'on espérait que ça aille peut-être... On imaginait que ça irait peut-être un petit peu plus vite, mais c'est vrai que là, finalement, 10 ans après, c'est top de voir qu'il y a des trucs qui apparaissent, quoi. C'est que ça fonctionne, quoi.
Donc il y a au moins 4 arbres qui ont plusieurs années dans la forêt, quoi. C'est ça, il y en a au moins 4. Il y en a peut-être des tout petits qui sont en train de sortir à droite à gauche. Mais déjà des grands qui ont déjà une paire d'années. 4-5 ans. En gros, il y en a un qui doit peut-être avoir un an de plus et puis les autres un peu plus jeunes. Quand on a fait le projet, c'était aussi l'idée d'avoir éventuellement des espèces un peu étrangères, extraordinaires. Là, tu ne vois pas de choses qui te ferait penser à la petite graine de bananier qui aurait survécu à son voyage et qui se mettrait à pousser. Enfin, après, les conditions sont peut-être pas les bonnes, mais... Là, comme ça, la seule exotique que je vois, c'est le Senson du Cap. Le reste m'a pas l'air exotique, quoi, pour l'instant. On a tendance à essayer de se demander qui a porté la graine, comment elle est arrivée et tout, mais en fait, c'est tout aussi, voire plus intéressant de se demander pourquoi la graine, elle a pu survivre, quoi. Ouais, c'est comment tout ça arrive à se maintenir, à survivre, à se développer. Mais ça fait partie des dynamiques naturelles, en fait, où à chaque fois, en milieu naturel, il n'y a jamais de trou. Il y a tout le temps une couverture. Et donc, si on prend... dans la nature, à un moment donné, je sais pas, il y a un éboulis, il y a un truc comme ça, naturellement, et ben il y a une végétation qui est là, qui est adaptée à couvrir cet éboulis et à réenclencher une dynamique naturelle pour avoir une colonisation des végétaux qui va permettre la réapparition des insectes et puis après des petits mammifères, etc. et d'avoir cette dynamique-là qui se met en place. Donc c'est vraiment avoir les espèces qui vont bien, qui sont celles qui arrivent le plus souvent à se déplacer le plus facilement. C'est-à-dire que la ronce, c'est quand même un des trucs où celle-là, on se pose pas la question de comment elle est venue. Mais en fait, elle est venue comment, la ronce ? La ronce, elle fait des murs, le premier truc. On va attendre les murs. Ouais, nous, on les aime bien. Les oiseaux, etc., les aiment bien aussi. Et on retrouve les semences dans les fientes. Et voilà, et elle arrive à se déplacer comme ça. Et le meilleur moyen de se déplacer, c'est d'utiliser les animaux, et notamment les oiseaux, pour pouvoir se déplacer vite et bien et se retrouver dans des milieux qui peuvent être intéressants pour elle. Parce que c'est quand même un espace qui a été créé par 2 êtres humains, dont toi, Steve. Ah non, tout ce qui est sous nos pieds, ça y était avant qu'on fasse quoi que ce soit, quoi. Nous, on l'a juste accompagné dans sa croissance et on l'a protégé des interventions de l'homme, justement. Mais nous, on n'a rien créé, quoi. C'est une remarque rigolote quand même, c'est qu'au final, est-ce qu'ici c'est la nature parce que c'est l'homme qui l'a créé, mais l'homme fait pas partie de la nature ? Donc au final, même si c'était l'homme qui l'avait créé, l'homme est quand même un élément naturel. Et rien que le fait de se dire c'est l'homme qui l'a créé, du coup on se déconnecte de la nature juste en ayant cette référence-là. Et ça c'est toujours intéressant de se dire, de s'écarter de la nature plutôt que de se dire on en fait partie entière et intégrante avec notre impact, quel qu'il soit, positif, négatif, sur les autres êtres vivants et l'ensemble de la communauté vivante de la Terre. C'est des réflexions, moi, comme ça, des fois, qui font un peu tilt. C'est pas la nature parce que c'est l'homme. Non, mais c'est vrai que c'est marrant, ça fait quand même pas si longtemps, mais il y a un vrai intérêt maintenant pour la vie qu'il y a dans les friches. Comment vous l'expliquez, cet intérêt-là ? Je pense que ça a quand même un petit moment maintenant. Enfin, moi, je daterais ça de Gilles Clément. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut, mais c'est vrai que Gilles Clément a apporté un vrai truc, démocratiser les végétations un petit peu plus, ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, les herbes sauvages, tout ça. Je pense pour moi, ça date de ça, quoi. Peut-être début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Mais c'est beau de voir qu'il peut y rester des choses vivantes et fertiles dans des ruines, quoi. Là où il y a eu un passé économique qui est tombé. Ouais, c'est la base. C'est à partir des ruines que la nature reconstruit. Et à partir des ruines, on peut reconstruire. Voilà. Et la nature reconstruit à partir de là et réenclenche un cycle, quoi. C'est toujours c'est ces éléments-là. Et au final, même quand on prend une forêt, la forêt, à un moment donné, on a des arbres qui tombent, qui créent des ouvertures, qui créent des clairières, qui créent des nouveaux micro-milieux sur lesquels des arbres vont repousser, etc. On a ces dynamiques-là et c'est tout le temps par des disparitions comme ça qu'on a des nouveaux cycles qui embrayent, quoi. C'est des dynamiques naturelles qu'on peut retrouver et qu'on retrouve de toute façon. On va quitter la forêt du Petit Mince.
Et moi, je suis super content de voir que ça pousse. Et franchement, c'est une très très belle expérience. On a envie, évidemment, on est plein d'impatience de voir si les petits sujets qu'on a aperçus là vont prendre leurs aises et puis grandir. Et on a presque envie de le faire savoir à tout le monde, en fait, de partager cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, ces plantes là qui arrivent à pousser malgré tout? C'est génial, mais c'est presque la démonstration qu'on voulait faire en faisant cette installation. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature est toujours plus forte, quoi. Et nous réserve les plus belles surprises qu'on puisse imaginer. Est-ce que dans les qualités qu'on trouve dans les plantes qui ont poussé là dans ta forêt, est-ce que tu penses qu'on a des qualités ou des leçons à retenir de tout ça? La résilience. La résilience, ouais, c'est que malgré tout, les choses finissent par être belles. On peut retenir ça, peut-être. Chacun doit un peu y voir ce qu'il veut. Moi, j'y vois la liberté et l'impertinence aussi. C'est vrai. Ouais, l'impertinence. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement, moi, c'est ce que je retenais de très fort quand on a fait l'installation sur le port, c'est que c'était comme un pied de nez. On était au milieu d'un espace qui est un milieu portuaire. C'est un milieu qui a une nécessité de productivité, où il n'y a pas de place pour le superflu. Et là, d'avoir cet espace végétal comme ça, c'était un beau pied de nez à tout ça, quoi.